Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce mercredi 21 juin 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui dans cette quotidienne pour aborder l'actualité qui va être portée cette fois-ci non pas forcément sur la SEC, non pas sur Grayscale, non pas sur BlackRock, et non, ça va être porté sur Polygon. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'arriver, une grosse nouvelle qui va certainement changer la phase de Polygon qu'il va falloir surveiller. On va parler, oui, j'ai menti, oui, on va parler un peu de Grayscale, on va parler un petit peu de BlackRock, l'impact des ETF, mais cette fois-ci qui va être beaucoup plus tourné vers l'analyse technique pour vous montrer comment techniquement, justement, le GBTC a changé la face de BTC et comment BlackRock, enfin en tout cas le premier ETF Gold, a changé le Gold et comment BlackRock pourrait aussi, encore une fois, changer BTC, et ça va être important de pouvoir comprendre les implications au niveau du cours, du prix, et ensuite se poser la question de la légitimité d'avoir un gros ETF dessus, comme BlackRock, et l'impact que ça peut avoir sur les aficionados de BTC, et est-ce que oui ou non, on aura une forme de servitude par des géants au niveau de BTC. J'essaie de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo, et ça commence tout de suite. Et donc on attaque directement par la première grosse nouvelle qui touche Polygon. Alors ça c'est vraiment une grosse nouvelle, je vous en ai déjà parlé en amont, je vous disais que c'était certainement le endgame, que c'était ce qu'ils cherchaient actuellement avec leur ZK Rollup. C'est le cas, ils ont annoncé la potentielle fusion de la chaîne Polygon, qui est en Proof of Stake, avec le ZK Rollup qu'ils ont mis en place, Hermès, qui est sur Ethereum. Alors, très important, c'est que, là en l'occurrence, la fusion se ferait différemment. C'est-à-dire que ce qu'ils proposent, c'est que Polygon s'interface avec le ZK Rollup pour justement valider ces transactions. L'avantage, ça voudrait dire qu'on aurait Polygon qui serait du coup une forme de layer 2/layer 3 réel à Ethereum, dans lequel on aurait de la scalabilité extrême qui se porterait, avec une validation qui serait portée par Ethereum à travers leur ZK Rollup. Alors, il faut comprendre déjà la force du ZK Rollup, et la force de Polygon par rapport à ça. En 2021, ils ont fait énormément d'achats, énormément d'achats de sociétés pour pouvoir acheter des technologies, notamment une société qui était spécialisée dans la validation cryptographique autour des Zero Knowledge Proof, et qui leur a permis de sortir Hermès, qui est le premier ZK EVM compatible, dans lequel on peut justement avoir des applications décentralisées qui sont EVM compatibles, donc qui sont codées en Solidity, qui peuvent être portées d'Ethereum directement sur justement leur ZK Rollup, et valider tout ça à très faible coût, valider toutes les transactions, vraiment avec des coûts ridicules et une rapidité extrême. C'est la force justement du Zero Knowledge. Le second force, c'est que on a une forme de privacy qui se met en place dans la conception de la validation, dans le sens où on peut valider quelque chose qu'on ne connaît pas, et c'est la grosse force aussi de la preuve à divulgation nulle. Alors, les impacts qu'il va y avoir au niveau du prix, ça va être compliqué de pouvoir le mettre en place, de pouvoir réfléchir sur l'impact réel, surtout dans l'état général du marché, vu la claque qu'a pris Matic, mais ça n'empêche qu'on peut se projeter court, moyen, long terme. Ça veut dire qu'on aurait à ce moment-là un Matic qui prendrait forme dans le ZK Rollup, donc ça veut dire qu'on aurait un nouvel attrait au niveau au Matic, et donc on aurait potentiellement derrière une augmentation de l'utilisation du Matic. Et il faut comprendre surtout que à côté, le Polygon, c'est plus de 35 000 applications décentralisées. C'est un des plus gros réseaux après justement Ethereum. On se retrouve sur un réseau qui porte énormément d'applications décentralisées et qui a cannibalisé en fait le marché des applications décentralisées sur l'année 2022 avec la chute de Terra Luna. Notamment, Polygon s'est placé et a incentiver les personnes à venir sur Polygon. Alors, si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur Polygon, je vous la mets en haut à droite si ça vous intéresse de creuser. C'était avant le crash, mais en l'occurrence, tout ce que l'on dit dedans, tout ce que j'explique dedans est toujours valable. On continue nos nouvelles, on va revenir un petit peu sur la rumeur que l'on avait déjà depuis 6 mois, à peu près, un peu plus de 6 mois, comme quoi il y avait un exchange crypto qui était en train d'être créé par Citadel et Fidelity. Bon, bah c'est en train d'être validé, et a priori, le lancement devrait pas tarder s'il n'est pas déjà fait, avec justement quelque chose qui va s'appeler EDXM, à suivre comment ça va se dérouler. Là on parle vraiment de gros géants qui proposent un exchange crypto. Est-ce que ça correspond pile poil à la pression qui est en train d'être effectuée sur Binance et tous les autres exchanges qui ne sont pas ceux de Citadel et de Fidelity? Pour rappel, Citadel et Fidelity sont des gros gestionnaires de fonds qui sont américains. Est-ce que oui ou non c'est fait exprès?
ça c'est encore une autre allégation à voir, à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Personnellement, je note juste que le timing est quand même très bien placé, et si j'avais aussi un exchange crypto qui était en cours de production, c'est le moment que j'aurais choisi pour le lancer, ce qui est tout à fait logique. Aujourd'hui, nous avons notre ami Jérôme Powell qui fait une discussion, une prise de parole à 16 h, donc il va falloir surveiller justement le contenu de cette prise de parole. Est-ce qu'on va être dans un renforcement positif de l'économie? Est-ce qu'on va être sur attention, on risque de réaugmenter les taux en juillet, à savoir qu'en juin on a fait une pause, mais bon, est-ce qu'en juillet on remonte tout de suite les taux? Est-ce qu'on attend septembre? Est-ce qu'on attend encore un peu plus? Ça va jouer normalement sur le marché macro, qui aura un impact sur la crypto, même si on a une décorrélation qui est quand même de plus en plus forte. En parlant de décorrélation, on attaque tout de suite sur la partie technique, avec toujours notre vue weekly du CME et cette grosse bougie verte qui a été portée principalement par hier, hier très très forte, et ce matin aussi, dans lequel on a fait déjà des belles performances. On va regarder hier combien on a fait, mais on a fait 6%. 6%, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait du positif comme ça en une journée, ça date quand même de mars 2023, les dernières grosses bougies vertes que l'on a pu avoir, donc forcément on est content, on se dit que ça fait longtemps, on sort de ce mois de mai qui a été catastrophique, avec en plus des ruptures qui ont été mises en place, des belles ruptures. Hop, on va passer ici. On voit des belles ruptures de liquidité. On va aller chercher cette pipe de liquidité qui se trouvait ici. Je vous avais dit que celle-là, devait sauter, de toute façon, dans tous les cas. Et on n'est pas allé que la chercher, on est allé vraiment faire un gros short squeeze. On est allé récupérer une grosse partie de liquidité qui se trouvait là. On savait qu'il y avait une grosse partie de liquidité de shorter, mais qui était relativement faible. La première partie d'accélération a permis justement un renforcement de ces liquidités, parce que les personnes ont vendu ce mouvement, et ça a alimenté justement l'accélération haussière, qui a été relativement fort, dans lequel on a fait un petit break-off structure, je tiens à vous le préciser, ici, on a fait la rupture, une petite rupture dessus, dans lequel on est allé récupérer l'équité supérieure, et on est en train de se consolider au-dessus. Ce petit break-off structure, il est intéressant, parce que ça permet de pouvoir réfléchir sur est-ce que oui ou non on va valider dessus. De toute façon, il faudra attendre la validation clôture daily, donc aujourd'hui, est-ce qu'on clôture au-dessus ou pas, ou est-ce qu'on se fait ravaler? Dans tous les cas, on a fait une rupture ici de la trendline que l'on avait, qui jouait résistance depuis un certain temps, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et donc là on pensait la cinquième fois, et non, on est passé, on a ravalé absolument tout, alimenté principalement par les short squeeze, comme on voit dans la liquidation. Hier, on a liquidé 51 millions sur du BTC pour un mouvement de 6%, c'est quand même pas mal dans un marché qui est plutôt à court de liquidité. C'est plutôt intéressant, et d'ailleurs au niveau de l'order flow, quand on regarde un petit peu cette alimentation, on voit qu'on a une grosse augmentation ici de l'open interest qui est quasiment restée. Donc ça veut dire que c'est pas de l'open interest qui a été squeezé, justement, c'est bien la construction de l'open interest qui est longue. On voit qu'on a le CVD spot et CVD perp qui ont poussé, les deux sont corrects, donc ça veut dire qu'on a un mouvement qui est plutôt sain ici, et on a les positions de top trader qui a bien augmenté, donc qui correspond à l'augmentation que l'on a eue. Ici, on n'a pas eu de prise de profit, on n'a pas eu de forme de hedging qui s'est effectuée, en tout cas pour l'instant. Il va falloir surveiller notamment la décorrélation entre les deux, et on voit bien que la totalité des comptes sont passés en short, ce qui a alimenté justement ce mouvement. On le voit bien ici, l'augmentation des shorts a donné en fait cette dernière accélération haussière qui a eu lieu aujourd'hui principalement, donc qui a alimenté ce marché. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a eu une accélération haussière, alors que au niveau du Nasdaq, on a quand même quelque chose qui a été plutôt baissier cette semaine. Bon, si on regarde en daily, c'est quand même déjà un petit peu mieux. En fait, le daily, on a ravalé une partie de la bougie, mais on était bien enfoncé et on a ravalé une partie. Donc là-dessus, le mouvement est principalement BTC dessus. C'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, BTC, mais j'ai pas regardé, mais je suis sûr et certain qu'on a une dominance qui a marqué ça. On voit bien, voilà, que le BTC, la dominance, a bien réaccéléré. Nous sommes en daily, nous avons bien l'accélération haussière d'hier, plus la seconde, qui marque bien ici une dominance pure du BTC. On voit qu'on est en train de ravaler justement BTC sur Nasdaq. Alors, petite astuce pour pouvoir trouver ça, c'est assez simple quand vous voulez faire, il suffit de faire BTC USD, vous cherchez le premier, vous faites le slash, vous cherchez NAS 100, d'accord, donc là vous allez sélectionner le NAS 100 qui vous intéresse, le BTC qui vous intéresse, vous faites entrer, et vous avez directement le graphe qui apparaît. Donc là, on est en train de ravaler une grosse partie, donc on est reparti à la hausse. Et le tout à contre-pied de la macroéconomie américaine. Alors on regarde rapidement en une heure, on voit qu'on était chercher les liquidités qui se trouvaient dans toute cette zone-là, dans toutes les manipulations qu'il y avait. On n'a pas fait de divergence baissière, étant donné qu'on a réaccéléré à la hausse, donc on marque bien
le point supérieur au niveau du RSI, et on est allé chercher les liquidités vraiment, vraiment très importantes. D'ailleurs, si on regarde ici pour avoir une meilleure vision, on voit qu'on est allé chercher les liquidités ici, on voit qu'on a fait bien le break of structure qu'on est, et on est en train de toucher le retest qu'on a posé ici depuis très longtemps. D'accord, ce retest est présent depuis cette zone-là, donc c'est-à-dire depuis début mai 2023, dans lequel je vous disais que la zone de retest ici, je la laissais parce que on ne savait jamais si jamais on faisait un retest baissier. Donc là, c'est très important. Là, nous sommes vraiment dans une zone super importante, dans le sens où soit on fait un rejet pur sur ce retest, dans lequel on est bien dans un retest bearish, recherche de liquidité supérieure portée par un short squeeze, et donc à ce moment-là, c'est quoi? C'est retour à la cave, hein. C'est-à-dire que là, on a une grosse partie d'imbalance qui se trouve ici à aller combler, donc ça veut dire qu'on ira chercher potentiellement plus bas. Donc là, on fera une liquidation longue qui se mettra en place, on va parler des liquidités tout à l'heure, et où, deuxième scénario, on arrive à consolider, on se fait quelque chose qui ressemble à ça, dans lequel on pourrait avoir une deuxième réaccélération, pour aller chercher justement les liquidités qui sont attentes là, et refaire un petit top pour cette année, un nouvel ATH cette année, et ce qui serait en même temps cohérent par rapport à ce qu'on a déjà vu. Si on reprend un petit peu de recul, on aurait quelque chose qui ressemblerait à ça, avec une accélération, temporisation, consolidation, et ensuite deuxième accélération, consolidation, troisième accélération. Première accélération, consolidation, deuxième accélération, consolidation, troisième accélération, d'accord? Donc on se retrouverait exactement aussi dans une pattern, où on aurait une accélération, retracement, accélération, retracement, accélération, et on se retrouverait dans quelque chose qui est vraiment très bien structuré pour une accélération haussière pour la préparation d'une validation d'accumulation. Aujourd'hui, je voulais vous parler de justement du gold. On va parler du gold, on va parler de Grayscale, on va parler d'ETF, rapidement pour vous donner en fait une vision, pour ceux qui n'ont pas connu justement sur 2020, dans lequel on avait Grayscale. Donc là, en bleu, on a le nombre de BTC qu'ils possèdent, d'accord, la totalité des avoirs, donc, qui sont en prix, mais aussi en nombre, hein, sur lequel on a remonté tout doucement les 600 000 BTC. Et donc, on se retrouve ici dans quelque chose qui est très très important, où on va avoir l'achat continuel des BTC qui se mettent. On voit que c'est ce qui a porté le prix pendant très longtemps, jusqu'à globalement 2021, février 2021. Donc c'est-à-dire quasiment la grosse première partie du bull run de 2021 a été portée par Grayscale, dans lequel il y a eu toute une schématique d'achat-revente avec Gemini, avec Genesis qui sont mises en place, avec 3AC aussi. Ça c'est encore autre chose avec la notion de premium qui était en compte au niveau de Grayscale. Je vous ai déjà fait une vidéo, alors ça date un petit peu sur ça, mais qui vous explique absolument tout. Là-dessus, on est quand même sur un impact très très fort. On voit bien que c'est Grayscale qui a permis l'investissement, en tout cas le passage de liquidité dans BTC sur toute l'accélération, cette première accélération. Ensuite, on voit qu'on a une temporisation dans laquelle le bull run était lancé, donc forcément on a eu une première accélération, couverture médiatique, cassure avec la Chine, deuxième accélération, deuxième couverture médiatique, et ensuite le break qu'on a pu connaître en fin 2021 et globalement tout 2022. La question est, est-ce que ça peut se passer avec l'ETF de BlackRock? J'ai envie de vous dire oui. Pourquoi? Parce que ça s'est déjà passé avec le gold. Quand on regarde aussi le gold, et qu'on regarde le premier ETF gold qui est apparu en 2003, on voit que 2003 c'est cette période. On voit que c'est le moment où on a fait une rupture pure d'une première zone de ranging que l'on avait, où on était allé chercher les liquidités de toutes ces zones-là, donc des années 90 jusqu'aux années 96, et cette rupture ici s'est fait en premier temps, et deuxième temps dans lequel on a fait un nouvel ATH, et ensuite on est arrivé dans la deuxième zone de rupture que l'on retrouve ici. Très intéressant de voir, c'est qu'on se retrouve un petit peu aussi dans cette pattern, dans lequel on a ici la possibilité, donc dans une accélération haussière, de reprendre des niveaux clés, qui sont les niveaux des 35 000, 40 000, au niveau de BTC, et l'arrivée d'un ETF spot pourrait justement, donc, porté par BlackRock, pousser aussi haut que ça. Et il faut bien comprendre que l'intérêt d'un ETF, ce n'est pas d'avoir à faible coût du BTC, c'est plutôt d'avoir du volume. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut que les personnes investissent, donc ça sous-entend aussi que derrière, il faut impérativement qu'il y ait une clarté autour de la crypto, même si BTC est assez peu porté, enfin en tout cas impacté par ce qui est en train de se passer aux États-Unis, il faut de la clarté, il faut de la couverture médiatique, et il faut que des personnes investissent pour avoir justement des fonds qui sont statués dans le BTC, et ces fonds-là vont rapporter en fait au fur et à mesure à travers les frais qui sont de 0,1 à 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 en fonction
de décomposition de l'ETF à voir à terme s'il est validé ou non, mais du coup, on a ces frais-là qui rapportent en fait à BlackRock. Et clairement, on sait qu'il y a une demande, on sait qu'il y a la liquidité qui est en attente, d'avoir un médium d'investissement institutionnel pour pouvoir le faire, et ça répondrait à cette problématique-là. Donc oui, ça injecterait énormément de liquidité. On va revenir sur la notion de liquidité un petit peu plus tard, sur notamment le BTC. Maintenant, la notion de est-ce que c'est positif ou pas pour le BTC, tout dépend de quel vecteur vous vous placez. Est-ce que vous considérez que le BTC est un actif? Est-ce que vous considérez que BTC est une forme de libération de la partie monétaire, bancaire? En fait, tout est relatif, et tout dépend aussi de la façon dans laquelle vous utilisez vos BTC et vous stockez vos BTC. Si vous avez vos BTC sur une ledger et que vous considérez que c'est une forme de débancarisation, bon, vous, ça ne vous changera absolument rien, à part une valorisation pure et dure. Par contre, si vous étiez dans une dynamique à vous dire que BTC était un produit financier classique et dans lequel vous cherchez de la volatilité pour pouvoir justement en tirer parti, bon, ça risque de changer parce que on va avoir un afflux de liquidité si c'est validé. Cet afflux de liquidité va entraîner quoi? Va entraîner justement la stabilisation du cours, et cette stabilisation du cours va entraîner aussi une diminution drastique de la volatilité, mais ce qui est en même temps normal dans l'arrivée justement d'un produit qui du coup touche beaucoup plus de monde, a beaucoup plus de liquidité, donc bouge beaucoup moins, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Mais est-ce que c'est si gênant que ça? À vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire par rapport à ça. Moi personnellement, je suis ni l'un ni l'autre. Je considère que dans un court terme, c'est plutôt intéressant, ça va permettre de redynamiser le cours. Sur du long terme, je pense que ça va être compliqué, on risque d'avoir de la manipulation, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il y aura de la manipulation au niveau du cours, comme on a déjà eu au niveau du Forex, comme sur beaucoup d'actifs, ça a été le cas. Mais si je hold du BTC, est-ce que je suis impacté par ces manipulations? J'ai envie de vous dire absolument pas. Et est-ce que derrière, si justement je fais du trading sur BTC, je risque d'être impacté par ces manipulations? Oui, il est fort probable, mais aussi il est fort probable que vous ayez déjà été impacté par d'autres acteurs sur un marché qui est beaucoup moins liquide, et donc derrière qui peut être beaucoup plus vite manipulé par des acteurs qui ne sont pas certes BlackRock, mais qui ont aussi les poches très profondes, et donc forcément, voilà, vous avez déjà été manipulé à un moment donné. Donc pour moi, c'est plutôt un non-sujet dessus, à voir ce qui va se passer sur le long terme, à terme. Alors, juste petit point sur la liquidité au niveau de BTC, très intéressant d'ailleurs ce qui est en train de se passer, c'est que la liquidité est en train de s'éclater en deux parties, une partie longue, une partie short. Vous allez me dire, c'est classique. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est classique, mais on est vraiment dans quelque chose qui est vraiment très intéressant, parce que la liquidité est vraiment régulière. C'est vraiment très impressionnant quand on regarde la liquidité qui est en train de se faire. On a une liquidité qui est à peu près équivalente sur toute la zone de 28 000 à 18 000 au niveau des longues, d'accord, dans lequel on a limite un mur de liquidation qui nous attend, et qui est un mur mais qui est vraiment cohérent, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas de trou. Et pareil au niveau des shorts, entre 30, allez, on va dire 29 000 jusqu'à 38 000, on a un mur de liquidation qui nous attend, pareil au niveau des shorts. L'autre chose qui est à prendre en considération, c'est qu'on a l'arrivée de shorts qui sont en train de se mettre en place avec des prix de liquidation qui sont entre 51 et 52 000. Ces prix de liquidation, ici, moi, m'interroge. C'est-à-dire qu'on est plus, pour moi, dans une forme de hedging, sur une continuité baissière, pour des personnes qui ont pris des positions longues, d'accord? C'est comme ça que j'arrive à le lire. Je vois pas l'intérêt d'avoir du short aussi loin si ce n'est pas une forme de hedging sur une position court terme ou moyen terme, structurelle au niveau du long, dans lequel on pourrait se dire que dans cette lecture, on pourrait aller chasser beaucoup plus haut, parce que s'il y a du hedging, ça sous-entend aussi que la position principale est une position longue, d'accord? Donc c'est une forme de compensation que l'on a au niveau de l'état. Donc pour moi, ici, on est vraiment dans un setup où il va falloir surveiller. Est-ce qu'on a un retest dans lequel on va aller chercher à squeezer les longues? Est-ce que on va avoir ici une consolidation pure et dure et ensuite repartir à la hausse pour squeezer les shorts? Parce que clairement les personnes vont essayer de shorter, surtout quand on va se rapprocher ici du niveau supérieur des 31 000. Là, je peux vous assurer qu'on aura énormément de personnes qui shorteront, et donc à ce moment-là, il va falloir voir est-ce qu'on sera capable d'aller les squeezer ou pas, ou est-ce qu'on va subir la pression baissière pour se renforcer baissier. En tout cas, pour moi, ici, si vous êtes en longue, il va falloir prendre une partie de profit en partial pour pouvoir assurer une partie. On est dans une phase de retest, et d'ailleurs, si on regarde rapidement, je vais pas regarder, est-ce qu'on a quel niveau de retracement on est? D'accord, au niveau du 618, alors on a fait une petite extension, on a fait une petite extension au-dessus,
On est en train de repasser en dessous, donc oui, on pourrait être vraiment dans une continuité baissière. Retest 618, classique pour une continuité baissière. Par contre, on voit qu'on a fait une petite extension. Pour moi, on pourrait aller chercher 786 à 29 700, dans lequel on a encore un petit peu de liquidation avec une petite mèche. On va même chercher le 886. Alors 886, il est où? Je ne l'ai pas là, donc on va le noter ici. 886, donc au niveau dans lequel on aurait justement une recherche de liquidité qui se ferait. Pourquoi pas aller retitiller les 30 000, donc vraiment faire un très gros retest, très fort pour faire un dernier piège, pour enfoncer. Il faut vraiment le garder en tête, hein. Tant qu'on n'a pas fait une rupture, on a un petit break-off structure. Pour moi, le gros break-off structure se trouve à 30 000. Il faut consolider au-dessus de 30 000 pour se dire que, bon, bah, voilà, même si on replonge, on sera juste dans une forme de retest pour repartir à la hausse, et donc la tendance court terme baissière sera terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, avant de partir, de me laisser un like. Ça me fait toujours très plaisir, ça aide énormément la chaîne. Et si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur NIR Protocol, une mise à jour, dans laquelle je reviens sur la partie fondamentale et la partie technique. Je vous la mets ici si jamais ça vous intéresse. Et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo.